التغيير ليس مستغربا. لا استقبل. اللي عم بصير 7 اياد بشكل اخر. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction à la une de l'actualité de ce samedi 10 mai. Liban, J-15 avant la fin du mandat de Michel Sleiman, le candidat du 14 mars, Samir Jarjah, dit préférer la vacance à la présidence plutôt qu'une mainmise du Hezbollah sur le pays. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés discute avec les autorités libanaises de la possibilité de mettre en place des camps pour les réfugiés syriens au Liban. En Syrie, des milliers de civils de retour dans le vieux Homs pour inspecter leurs maisons, dévastées par plus de 2 ans de combat. L'ex-bastion rebelle a été repris hier par l'armée. Et à suivre également dans cette édition, au Nigeria, le Conseil de sécurité de l'ONU exige la libération immédiate des plus de 220 lycéennes enlevées par Boko Haram et envisage de prendre des sanctions contre le groupe islamiste. On n'est plus qu'à 15 jours de l'expiration du mandat de Michel Sleiman le 25 mai. Alors que le compte à rebours s'accélère, la vacance à la présidence semble se confirmer. Samir Jarjah dit préférer la vacance à la présidence plutôt qu'une mainmise du Hezbollah sur le Liban. Le leader des forces libanaises estime que le 14 mars n'aura pas beaucoup de choix s'il y a une vacance à la présidence. L'Alliance aura soit la possibilité d'être fidèle à ses choix, soit de remettre le pays au Hezbollah et à ses alliés. Selon Jarjah, la vacance est plus facile, il préfère souffrir de quelques jours difficiles plutôt que de remettre le pays entre les mains du Parti de Dieu, l'accusant de vouloir provoquer un vide présidentiel. Le patriarche maronite a quant à lui affirmé à Gebran Bassil qu'il est possible d'élire un nouveau chef de l'État en assurant le quorum au Parlement. Le ministre des Affaires étrangères a été reçu hier par Marchala Boutros-Serra et Abkirke, mais la teneur de leur discussion n'avait pas été rendue publique. Selon le porte-parole du patriarcat, le chef de l'église maronite a souligné que l'élection d'un chef de l'État avant le 25 mai nécessite la participation de tous les députés au scrutin. Je vous le disais en titre, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés discute avec les autorités libanaises de la possibilité de mettre en place des camps pour les réfugiés syriens au Liban. Selon son directeur régional, la proposition porte sur l'établissement de camps sur le territoire libanais, loin de la frontière syrienne, pour limiter la présence de réfugiés dans plusieurs localités libanaises. Objectif de ces camps, préserver la sécurité des réfugiés et permettre de mieux organiser les aides. Il reviendra au Liban de décider de l'emplacement de ces camps. En sécurité maintenant, l'armée libanaise a arrêté un homme au Raqqa dans le nord du Liban après la découverte de milliers de balles dans son véhicule. Selon un communiqué de l'institution militaire, une unité de l'armée a saisi près de 6000 balles qui se trouvaient dans le van Toyota de Rabia Abdelkarim Younes. Et puis sachez par ailleurs que le calme et la sécurité ont été rétablis à la prison de Roumieh après une nuit de violence et de chaos. Des détenus ont tenté de mettre le feu au bâtiment en signe de protestation contre les mesures de sécurité et d'inspection récemment mises en place. Roumieh est la prison la plus surpeuplée du Liban et les incidents sécuritaires y sont fréquents. Plusieurs centaines de civils syriens continuent d'affluer vers le vieux Homs au lendemain de la reprise de la ville par l'armée. Ils sont venus inspecter leurs maisons détruites pour la plupart. Pour la première fois en plus de 2 ans, les forces du régime sont entrées hier dans la vieille ville de Homs, dans le centre du pays, après le retrait des derniers rebelles. L'accord s'est conclu en marge du sommet de Genève qui s'était achevé sur un échec en février dernier. Devenue la capitale de la révolution en 2011, Homs a subi le siège le plus long de la guerre, la tactique du régime pour mettre à genoux les rebelles associés aux intenses bombardements. 2200 personnes y ont d'ailleurs perdu la vie. Pour le régime, c'est une victoire médiatique et symbolique. Les rebelles, eux, savaient qu'ils n'en sortiraient pas vivants et comptent reprendre des forces avant de rejoindre d'autres fronts.
En Irak, 11 personnes au moins ont été tuées ce matin dans un bombardement sur Falloujah. 20 autres personnes ont été blessées. Ces dernières violences interviennent alors que l'armée a annoncé le lancement d'une opération pour reprendre des secteurs près de Falloujah avant un assaut sur cette ville située à 60 km à l'ouest de Bagdad, la capitale. Depuis janvier, la ville est entre les mains de djihadistes de Daesh et de combattants de tribus antigouvernementales. Les autorités ont depuis échoué à reprendre le contrôle total de la région. C'est la première fois que des insurgés prennent ouvertement le contrôle de villes importantes depuis la vague de violences confessionnelles meurtrières de 2006 et 2007. Dans un instant, nous ferons le point sur les préparations du 70e anniversaire du débarquement de Normandie. A tout de suite. Futur TV, l'ONU condamne à son tour l'enlèvement de plus de 220 lycéennes au Nigeria. Le Conseil de sécurité exige leur libération immédiate et envisage même de prendre des sanctions contre Boko Haram, le groupe islamiste auteur de l'enlèvement le 14 avril dernier. La mobilisation internationale ne faiblit pas. De nombreux pays ont offert leur aide au Nigeria et les manifestations de soutien se multiplient, comme à Washington. Amnesty International affirme que le drame aurait pu être évité. L'ONG accuse l'armée de n'avoir pas réagi, faute de moyens, alors qu'elle avait été prévenue d'une attaque contre le lycée. Rendez-nous nos filles, l'appel est largement répercuté grâce aux réseaux sociaux et à l'engagement de personnalités telles que Michelle Obama. C'est elle qui prononce l'allocution hebdomadaire de la Maison-Blanche consacrée à l'enlèvement des adolescentes. Au Soudan du Sud, le gouvernement du président Salva Kiir et les rebelles de Riek Machar pourraient instaurer un cessez-le-feu dès ce soir. Les deux hommes se disputent la tête de ce jeune État qu'ils ont amené à l'indépendance en 2011. Ils se sont engagés à mettre fin aux hostilités qui ont fait des milliers de morts depuis le mois de décembre. Encore faut-il que cet accord soit respecté. Un cessez-le-feu négocié le 23 janvier dernier n'a en effet jamais été appliqué. L'enjeu de cet accord, c'est donc bien la fin des massacres ethniques. Le ministre français de la Défense en Côte d'Ivoire, Jean-Yves Le Drian, poursuit sa tournée consacrée à la réorganisation du dispositif militaire français dans la région. Il entamera dimanche un déplacement au Sénégal sur le même sujet. On l'écoute. Nous avons décidé de réorganiser notre dispositif militaire sur l'ensemble de la région, avec pour objectif principal de permettre à ce que la lutte contre le terrorisme puisse se déployer. Nous avons décidé, je vous en ai informé, de transformer la présence à Abidjan de l'opération Licorne en une base opérationnelle avancée qui prendra effet à partir du 1er janvier prochain et qui se traduira par un renforcement pérenne de notre présence ici, dans la continuité de notre relation de qualité dans le domaine militaire. Direction l'Est de l'Ukraine où plusieurs membres de la Croix-Rouge ont été retenus pendant 7 heures par des miliciens pro-russes qui ont fait irruption dans leurs locaux de Donetsk. Ils ont été libérés à 2 heures du matin. L'un d'eux a été sévèrement battu. Selon un porte-parole des autorités séparatistes pro-russes, les membres de l'équipe ont été arrêtés en raison de soupçons d'espionnage. Les miliciens ont emporté de grandes quantités de médicaments. D'intenses combats entre séparatistes et forces gouvernementales ont éclaté ces derniers jours dans la région. Un navire australien a appareillé pour entamer une deuxième campagne de recherche sous-marine de l'avion de Malaysia Airlines disparu le 8 mars dernier. L'Ocean Shield a mis le cap sur la zone située à 1600 km au nord-ouest de Perth, où le signal susceptible de provenir d'une des boîtes noires a été capté il y a un peu plus d'un mois. Le vol MH370 effectuait la liaison entre Kuala Lumpur et Pékin avec 239 personnes à son bord. Aucune trace de l'appareil n'a été découverte malgré des recherches d'une ampleur sans précédent dans l'histoire de l'aviation civile. C'est la fin d'une procédure longue de 20 ans. L'Italien Marcello Dell'Utri devra purger une peine de 7 ans de prison pour complicité avec la mafia. Le cofondateur de Forza Italia et proche de Silvio Berlusconi est accusé d'avoir été en lien permanent avec Cosa Nostra depuis 1974. Il a notamment servi de médiateur dans la signature d'un pacte avec la mafia sicilienne pour qu'elle assure la protection de l'ancien chef du gouvernement italien jusqu'en 1992. Condamné en mars 2013 par la cour d'appel de Palerme, l'ancien sénateur de 72 ans a été interpellé dans un hôtel de Beyrouth. Il a nié avoir voulu fuir la justice de son pays. Actuellement hospitalisé dans la capitale libanaise, il fait l'objet d'une procédure d'extradition.
Un sit-in pacifique dans la banlieue de Bangkok pour soutenir ce qu'il reste du gouvernement Shinawatra. La première ministre thaïlandaise a été destituée cette semaine pour abus de pouvoir. Un coup d'État selon ses partisans, les chemises rouges. Des élections anticipées sont prévues le 20 juillet prochain. Le parti au pouvoir devrait être reconduit. Pas question d'élection, affirment cependant les opposants au gouvernement. Après avoir réussi à faire limoger Yingluck Shinawatra, les chemises jaunes, elles, veulent instaurer un conseil du peuple non élu en charge de réformer un système qu'ils jugent gangréné par la corruption. Dans la rue, depuis 6 mois, ils jouent leur va-tout dans cette bataille d'idées. Les autorités françaises se préparent à commémorer le 70e anniversaire du débarquement de Normandie du 6 juin 1944 qui a marqué le début de la défaite du régime nazi. 17 dirigeants étrangers sont attendus, notamment les présidents français François Hollande, américains Barack Obama et russe Vladimir Poutine, ainsi que la chancelière allemande Angela Merkel et la famille royale britannique. L'occasion de voir pour la dernière fois peut-être des vétérans de la Seconde Guerre mondiale lors d'une cérémonie qui promet d'être grandiose. Les vétérans, je pense que ce sera la dernière décennie qu'on verra. Là. Remarquez que nous avons un vétéran qui a 100 ans qui va venir cette année. Là. Moi, je le fais souvent, très souvent, dans ce petit musée. Là, je les reçois, je reçois beaucoup d'élèves. Je vais dans les collèges et les lycées, bien sûr. Mais maintenant, je vais arrêter, parce que j'arrive à un âge où il faut quand même arrêter. Ce qui est important pour nous, c'est de faciliter le devoir de mémoire, la transmission de la mémoire, puisque c'est la dernière, a priori, grande commémoration où nous aurons le plaisir d'accueillir des vétérans. Donc l'idée, c'est vraiment de leur rendre hommage. Donc et de faciliter en fait la transmission de la mémoire vers les jeunes générations et le monde entier en général. Ce qui est important, c'est de montrer aux jeunes de maintenant qu'il y avait un merveilleux travail d'équipe. Et que ce sont des jeunes qui ont risqué leur vie pour nous apporter la liberté. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Liban, J-15 avant la fin du mandat de Michel Sleiman. Le candidat du 14 mars, Samir Jarjah, dit préférer la vacance à la présidence plutôt qu'une mainmise du Hezbollah sur le pays. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés discute avec les autorités libanaises de la possibilité de mettre en place des camps pour les réfugiés syriens au Liban. En Syrie, des milliers de civils de retour dans le vieux Homs pour inspecter leurs maisons. Dévastées par plus de 2 ans de combat, l'ex-bastion rebelle a été repris hier par l'armée. Et puis au Nigeria, le Conseil de sécurité de l'ONU exige la libération immédiate des plus de 220 lycéennes enlevées par Boko Haram et envisage même de prendre des sanctions contre le groupe islamiste. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Vous retrouverez Serge Berberi à la barre du prochain JT. Excellente soirée à toutes et à tous. الغياب ليس مستغربا. لا استقبل. اللي عم بصير 7 اياد بشكل اخر.